Alors, c'est Cédric Babouche que j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre à présent. Il est venu nous présenter Houdini, un long métrage hors compétition qui a été montré ce matin. Bonsoir. Et vous avez également dédicacé votre ouvrage Le chant du cygne. Le chant des cygnes, qui a été scénarisé par Xavier Dorizon et Emmanuel Herzé. Ouais. Alors, votre parcours, Mon parcours. Cédric? Oui. Vous voulez que je vous raconte tout? Bah oui. Ah non, vous alliez dire quelque chose, non? Oui, j'allais dire, mais j'avais envie de vous entendre. Sinon, non, mais sinon on est encore là demain. Sinon, on est encore là demain. Alors, je résume pour qu'on n'y passe pas la nuit. Donc, vous êtes diplômé de l'école d'art Olivier de Serres à Paris et vous avez commencé votre carrière en tant que sculpteur. Vous avez ensuite suivi une formation de dessinateur, concepteur, option animation à l'école Émile Cole et vous avez réalisé votre premier film La Routine en 2003. Votre deuxième court-métrage, Imago, a été sélectionné et primé dans plus de 130 festivals. C'est un bon départ pour un deuxième court-métrage. Et puis, après diverses expériences, notamment en tant que directeur artistique de Yona Yona Penguin de Rintaro, vous devenez en 2007 réalisateur et directeur artistique pour la société Dandelou. Et c'est dans ce cadre que vous avez réalisé Little Houdini en 2014. Et vous assurez également, je pense, la direction artistique de la série Ernest et Célestine, c'est ça? Je suis partie de ce projet. Ah ben voilà. Voilà, vous avez un scoop. Figurez-vous que j'ai fait des recherches là-dessus tout à l'heure et je me disais c'est une bonne question parce que ça me semble mystérieux. Ben ça ne l'est plus. Voilà. Non, mais en fait, sur ce projet-là, je vais en parler très brièvement. Didier Brunner, qui était anciennement le fondateur de la société Les Armateurs et qui a fondé depuis une société qui s'appelle Folivari, m'avait proposé de faire la série après le film. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'avait proposé le film aussi à l'époque. Et que j'avais pas pu dire oui parce que j'étais pris par d'autres choses. Et donc pour la série, j'avais dit oui, évidemment, je serais plus qu'heureux. Et le problème, c'est que le problème, et heureusement pour moi, j'ai eu des financements qui se sont débloqués pour mon projet de long métrage. Et donc gros problème. Voilà, un gros problème. Donc je suis sorti de ce projet pas à contre-cœur parce qu'évidemment j'avais de belles choses qui m'attendaient à côté, mais j'ai porté le projet en développement jusqu'à la signature de France Télévisions et puis je suis sorti après. Voilà. On parlera donc de votre projet de long métrage un peu plus tard, mais pour l'instant on va parler du film Houdini. Oui. Donc Houdini, ce prestidigitateur célébrissime, a inspiré déjà de très nombreux films, livres, personnage. Pourquoi et comment avez-vous choisi de vous emparer à votre tour de ce personnage? Alors en fait, dans ma société d'animation, de production d'animation, Dandelou, nous avions une associée qui depuis n'est plus avec nous, qui s'appelle Sidélia Guirao, qui est scénariste. Et Sidélia faisait de la magie à l'époque. Et un jour, elle est venue me voir en me disant écoute, regarde... penche-toi sur Houdini, ce personnage est incroyable. Je le connaissais de nom, j'avais lu des choses, mais je m'étais jamais réellement penché sur lui, pour savoir qui il était, ce qu'il faisait. Et en me penchant sur ce personnage, avec le soutien de toute l'équipe de Dandelou, on s'est dit waouh, c'est génial, il y a un truc incroyable à faire. Et surtout, rien n'avait été fait en animation sur ce personnage. À l'époque où on fait des adaptations sur tous les personnages existants, on s'est dit incroyable, personne n'a rien fait sur Houdini. Et en creusant, on s'est dit qu'il y avait plusieurs choses à faire. Ce qu'il faut savoir sur le personnage d'Houdini, c'est que c'est la première star internationale. C'est la personne qui a inventé le concept de show business, en fait. Alors, nous, évidemment, vu qu'on faisait de l'animation et qu'en France, on s'adresse principalement pour les enfants, on adresse nos projets aux enfants. On a creusé un peu et on s'est rendu compte qu'il y avait une partie de sa vie, entre ses 11 et ses 15 ans, dans laquelle on ne connaissait rien. C'est l'époque à laquelle on estime qu'il a fait un peu le tour du monde, qu'il est devenu l'athlète qu'il est devenu, parce qu'en fait c'était un athlète, il travaillait dans les cirques, il s'est forgé un corps de fer qui lui a permis de faire les tours qui lui ont permis de faire après. Et donc on s'est dit, il y a cette période, on ne sait rien de lui, et on va profiter de cette période pour créer une fiction autour. Et du coup, se dire à quoi ressemblerait le petit Harry Houdini à 11 ans. Qu'est-ce qui a fait que le petit Harry est devenu le grand Houdini plus tard? Et c'est vrai que c'est un personnage qui avait vraiment des zones d'ombre. Et là,
vous avez vraiment pris le parti de destiner votre film aux enfants. Oui. Alors en fait, effectivement, quand on se penche sur le personnage, c'était une personnalité très dure, très sombre, qui était capable d'aller en Australie, par exemple, parce qu'il savait qu'en Australie, il n'y avait pas eu encore le premier vol en avion. Donc il va aller en Australie pour dire je serai la première personne à faire un vol en avion en Australie, par exemple. Vous voyez, il avait un ego énorme. Et forcément, quand on lit tout ça, on se dit on ne peut pas traiter ça pour les enfants. C'est pas ça qui va intéresser les enfants. Ce qui va intéresser les enfants, c'est comment ce personnage s'est dépassé pour devenir le magicien qu'il est devenu. Donc on a creusé un petit peu, j'utilise beaucoup le mot creuser parce que c'était pas évident de travailler sur le personnage. Et en fait, on s'est dit on va repositionner le personnage à une époque que les enfants connaissent, parce que c'est aussi que les enfants peuvent connaître. Par exemple, le Harry Houdini à 11 ans, ça serait plutôt dans les années 1890, et le New York des années 1890, les enfants ne le connaissent pas. C'est comme quand nous, on se met devant le film de Scorsese, Gangs of New York, on ne reconnaît pas New York. C'est de la terre partout, c'est des immeubles très très bas, etc. Donc il a fallu qu'on fasse un travail global sur l'époque, sur le personnage, pour le rendre accessible. Donc on a plutôt pris un New York de 1910, où il y a déjà le métro, il y avait déjà des immeubles. On est allé chercher le personnage de Tesla, qui est un inventeur, et donc pas un magicien comme dans le film, mais il nous fallait un personnage charismatique, qui peut fonctionner dans l'inconscient collectif des adultes, qui souvent les adultes emmènent leurs enfants voir des films, donc il fallait que ça fonctionne aussi. Et il fallait qu'on ait un personnage qui puisse avoir suffisamment de charisme pour donner l'impression qu'il aurait quelque chose à apprendre à un petit enfant qui est un génie déjà de base. Et puis pour l'aspect positif, on a amené aussi ce personnage qui s'appelle Bess, qui est donc la jeune fille, et qui est un clin d'œil à la vraie femme de Houdini, qui s'appelle Bess. Et on dit de cette femme qu'elle était, le yang du yin de Houdini. Donc il était très sombre, elle était très positive, et elle le contenait. Et c'était quelqu'un qui était capable de le contenir. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a souvent une grande femme. Elle était encore plus grande que lui, parce qu'il fallait être capable de le contenir. Et donc c'est en pensant à tous ces personnages-là qu'on est allé au-delà du côté évidemment très égocentrique et sombre du personnage, pour en faire un personnage plutôt positif. Plutôt positif, oui. Donc ce projet a été réalisé entre la Belgique et la France. Oui. Et la Chine. Et la Chine. Ouais. Donc, quelles sont les équipes qui ont été mobilisées autour de ce projet ? Ça représente combien d'années de travail pour combien de personnes, un projet comme celui-là ? Hormis l'écriture, où j'ai travaillé avec Francis Lenay et François Turquetti, qui sont deux scénaristes avec qui je travaille même sur mon long métrage actuellement. On a travaillé sur l'écriture pendant 1 an et demi, 2 ans, presque quand même, avec des allers-retours avec la chaîne. La fabrication du film en lui-même a pris 1 an et demi, avec des contraintes liées aux coproductions internationales, donc entre la France, la Belgique. En France, c'était fabriquer l'animation à Angoulême, avec la société 2 minutes. En Belgique, était fabriquer les décors, avec la société Walking the Dog. C'était un vrai challenge aussi pour eux, parce que la référence pour les décors était Edward Hopper, le peintre américain, donc il y avait quand même un gros travail à faire là-dessus. Et puis pour des raisons budgétaires, parce que ça reste un spécial télévision, donc un film, pas totalement un film de cinéma et pas non plus une série télé, donc on est dans un critère de qualité un peu intermédiaire. Pour arriver à cette qualité-là, on ne pouvait pas, avec le budget qui était un budget de télé, on était obligé aussi de sous-traiter une partie de l'animation en Chine. Voilà. Mais c'était à peu près 80 personnes sur la totalité du film, et une très grande partie qualitative réellement sur Angoulême et sur Bruxelles. Alors le temps file, donc je vais essayer de faire je parle beaucoup. Non, mais moi j'adore vous écouter. Je vais essayer de faire 2 questions en une. Parce qu'on a envie évidemment de vous entendre parler sur votre style, sur votre univers graphique. Le prochain long métrage, puisque c'est un projet de long métrage, sera-t-il dans la même veine graphique ? Vous avez vu les 2 questions en une là ? C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Alors, oui et non. En fait, dans Houdini, par exemple, l'ensemble des décors sont peints numériquement. On a fait un travail de peinture
encore une fois, à Edward Hopper, qui est plus un travail en approche à la peinture à l'huile ou à la peinture à l'acrylique. Mon projet de long métrage est basé plus sur ce que je fais moi au quotidien, c'est-à-dire le travail à l'aquarelle. Donc ce sont des décors en couleur directe à l'aquarelle, sur papier, qui est scanné, retravaillé, etc. Les personnages, eux, ont encore cette influence japonisante, je ne vais pas m'en cacher, voilà, je suis un grand fan de Miyazaki, voilà, donc je l'assume totalement. Et la différence, c'est que les personnages, eux, sont en 3D. Donc il y a aussi un gros travail d'adaptation et c'est un petit peu dur pour moi aussi de passer mes personnages à la 3D pour que ça fonctionne de la même manière qu'en 2D. En plus, étant illustrateur moi-même, je suis obligé de beaucoup déléguer le travail et donc je peux moins mettre les mains dans le cambouis comme je l'ai fait dans Houdini et donc je contrôle moins le résultat définitif. Donc c'est assez dur mais c'est assez excitant parce que ça m'ouvre à d'autres choses et puis c'est du challenge, quoi. Non, super. Et est-ce que ce projet a déjà un titre? Alors, il s'appelle Moustique, Cigale et Cambriole. Oui. Il s'appelait anciennement Travel to Mama. Et là, je suis en train de réaliser un teaser d'1 minute 30 pour le prochain Cartoon Movie qui se tient à Lyon en mars prochain. Ouais, tout prochainement. Et donc, le projet a été sélectionné en développement. Donc, on va le présenter pendant 20 minutes. Et on va espérer lever l'argent pour le faire. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.